sûr qu'il y a plein de questions. On va les garder pour tout à l'heure, comme ça nous permet d'enchaîner directement avec la deuxième présentation. Donc, on a Julien Brunier qui est de France, de l'École des hautes études en santé publique à Rennes, et qui va parler d'un sujet un peu différent, mais finalement, ça va prendre, on se rejoindre sur certains aspects de déconnexion. En tout cas, j'espère. Est-ce que, Julien, tu es là? C'est bon? Tout est en ligne, tout est prêt, donc je te laisse la parole. Je suis là, effectivement. Merci Nicolas. J'enlève cette petite partie. Euh, Bonjour à tout le monde. Je vous vois pas du tout, donc c'est un peu perturbant. Désolé, mais j'ai essayé de me faire au fait de parler à un écran d'ordi et à un micro derrière lequel il n'y a personne, parce que c'est l'image que je vois. Donc moi, je suis médecin. Ah, merci beaucoup. Moi, je suis médecin de formation, initialement médecin microbiologiste, et je me suis beaucoup impliqué dans des associations de transition environnementale en santé, transition écologique en santé, et des associations sur les tiers-lieux et les low-tech. J'ai consacré 50% de mon temps avant d'être à l'EHESP, et donc je viens pas là avec un point de vue et un regard de chercheur avec des données très brutes et verticales en vous disant qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut faire ou quoi que ce soit. C'est plutôt un regard et une vision de compilation d'expériences qui, du coup, semblait être pertinent pour Valérie qui a fait le lien pour cette session. Euh, et finalement, j'ai l'impression, en écoutant l'intervention d'avant, que ça rejoint un petit peu le propos de dire qu'en fait, il y a une mesure, il y a un regard à mettre, et c'est notamment sur ce que vous disiez juste avant, sur le fait que les écrans sont pas forcément nocifs, mais qu'ils viennent en compétition avec d'autres activités. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Donc là, l'idée, c'est de vous parler de l'approche de la démarche low-tech comme une approche en fait qui permet de servir la possibilité de faire des choix éclairés, des choix en collectivité, et donc des arbitrages puisque la démarche low-tech, en gros, c'est une approche qui s'inscrit dans le champ du design de la soutenabilité, donc qui va chercher justement à comment des initiatives individuelles peuvent, des initiatives, des concepts, des technologies peuvent passer au niveau institutionnel en intégrant différents principes et différentes valeurs qui sont synthétisées souvent sous forme de triptyque et vous retrouverez plusieurs rosaces sur Internet ou dans les références. Globalement, ce qu'on dit souvent, c'est que la low-tech, ce sont des process, des technologies, des objets qui sont utiles socialement, durables écologiquement et accessibles ou souhaitables au niveau de la gouvernance. Euh, Ce qui ressort souvent, c'est que c'est quand même, ce qui ressort, c'est que c'est une approche initialement basée sur la philosophie de la technologie, sur une approche qu'on dit technocritique. Donc, ça ne veut pas forcément dire technophobe ou anti-tech, mais c'est une approche technocritique en gros, qui visibilise le rôle de la technologie et de notre rapport vis-à-vis de la technologie qui conditionne certains rapports sociaux et une façon d'exister dans la société. Et vous voyez sur cette rosace qu'en gros, ça donne en somme des sortes de guides, de lignes directrices, de réflexion pour visibiliser ce rôle implicite justement de la technologie dans la société et dans nos interactions, en disant que justement, c'est une manière de dire que ça repolitise la place de la technologie dans la société, euh, sans forcément parler de politique partisane, mais de politique dans la façon de faire société ensemble. Et en gros, ça permet de revisiter des valeur importante à intégrer dans notre rapport à la technologie. Et donc là, vous voyez, ça c'est une rosace qui a été faite par Arthur Keller et Emilien Bournigal dans leur travail, qui partait justement sur l'aspect écologique en valorisant les aspects de sobriété, d'efficience et de pérennité. Sur les aspects plutôt sociaux, eux, ils intégraient ça dans l'axe de la résilience collective. Ils mettaient une attention particulière à la maintenabilité, à l'accessibilité et à l'autonomisation vis-à-vis de la technologie. Et ensuite, il y a un axe de transformation culturelle qui est plutôt l'axe de gouvernance, où là, il y a une attention particulière qui est faite vis-à-vis des technologies, vis-à-vis des objets, vis-à-vis des process, pour avoir un empouvoirment, une reliance, une simplification qui permet justement cette accessibilité générale. Et la low-tech, c'est une approche parmi tant d'autres qui est issue d'un courant philosophique qui prend plus ou moins sa naissance quand même dans les travaux d'Ivan Illich sur la convivialité ou au niveau médical dans le Némésis qu'on vous pouvez retrouver dans le livre sur le Némésis médical et qui en fait a donné ensuite tout un embranchement de philosophie, de courants qu'on peut appeler technocritique ou de philosophie de la technologie ou quoi que ce soit. Là, vous les voyez représentés sur ce graphique de l'ADEME. Globalement, elles ont toutes plus ou moins des valeurs et des choix de valeurs
plus ou moins prépondérant. La low-tech, c'est quand même celle qui est la plus construite et qui est la plus popularisée et vulgarisée. Et vous voyez qu'il y en a tout un tas d'autres qui se recoupent plus ou moins avec l'innovation frugale, la slow-tech, la no-tech. Vous avez aussi des courants qui sont, qui sont dans des éthiques assez discutables dans ces philosophies-là, notamment les mouvements technocritiques comme, je ne sais pas si vous connaissez peut-être Pièce et main-d'œuvre, qui sont sur des réflexions très, là, pour le coup, anti-tech et qui peuvent de temps en temps faire des amalgames entre la tech et ceux qui utilisent la tech, notamment sur les questions de santé. Mais ça, c'est une autre question. En tout cas, la low-tech, c'est une approche qui est très inclusive et dont, pour le coup, les aspects de convivialité et de solidarité sont les plus prégnants. Et c'est ce qu'on retrouve dans les nouveaux ouvrages que vous avez là. Je vous ai mis un exemple, notamment celui de Quentin Mathéus et de Gauthier Roussel. Et Gauthier Roussel fait assez référence dans le domaine sur le numérique low-tech. Pour moi, en gros, justement, pour s'y repérer un peu mieux, l'important, ça semble intéressant, parce que je trouve ça toujours pertinent, moi, de faire redescendre ces considérations dès qu'il y a une complexification au niveau, justement, académique, scientifique, de mettre plus de mots, plus de concepts, plus de valeurs. C'est toujours de faire redescendre ça sur des choses assez simples pour que ça soit, justement, accessible. Et moi, j'aime bien résumer quand même ça à de la décomplexification technologique, dans le sens où la low-tech ne se réduit pas à la décomplexification technologique, mais dans la décomplexification technologique, vous retrouvez les aspects en fait, d'autonomie des personnes vis-à-vis de la technologie, de reliance, dans le sens où c'est beaucoup plus facile de partager une cafetière Moka que de partager une cafetière comme la dernière ou l'avant-dernière. C'est beaucoup plus facile de la réparer, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès aux pièces, c'est beaucoup plus facile aussi d'apprendre. Ça peut paraître an- anecdotique pour des personnes qui sont dans cette salle ou qui regardent comment dire, ces webinaires qui sont souvent issus, on est tous issus du milieu universitaire, je pense, mais il y a des personnes qui ne savent pas se servir des dernières cafetières, et c'est quand même une sorte de validisme technologique qui peut être assez nocif dans une société. Et donc moi j'aime bien euh, résumer ou en tout cas synthétiser la low-tech vers la décomplexification technologique. Mais c'est pas un refus dogmatique ou culturel ou systématique avec un seuil de technologisation qu'il faudrait pas dépasser. Euh, En tout cas, au niveau de la low-tech, il y a beaucoup plus une approche de discernement technologique, de techno-discernement, comme l'appelle Philippe Biwix, qui vise à dire, en fait, il y a des technologies qui sont adaptées à des usages et des technologies parfois qui sont désadaptées à des usages, qui sont soit suradaptées, qui sont surdimensionnées ou qui sont parfois même sous-dimensionnées. Et l'idée, c'est pas de dire qu'à un tel niveau de technologisation, c'est nocif et qu'on va pas au-dessus. C'est plutôt de dire, de réfléchir aux besoins, à l'usage. Et donc, on est toujours du coup dans ce spectre de faire des arbitrages, de faire des choix et de dire, en fait, c'est pas juste parce qu'il y a mieux, je vais y aller. C'est plutôt de faire un choix, de faire un arbitrage, de reconsidérer justement la place de la technologie dans ses conséquences, en gros, les apports qu'elle va nous donner, mais aussi les conséquences que ça peut avoir d'utiliser quelque chose d'extrêmement facilitant. Et c'est ce qu'on a vu juste avant, avec la présentation juste avant, c'est de dire, en fait, ça peut être extrêmement pratique d'avoir un téléphone qui va calmer les émotions de son enfant, mais finalement, est-ce qu'on a besoin de ça et est-ce que ça apporte des avantages? C'est des matrices qui permettent de visibiliser, d'éclairer les arbitrages. Aujourd'hui, en France, c'est un petit écosystème quand même. C'est un écosystème de niche, je pense qu'il faut le dire, hein. La low-tech, déjà, c'est une niche, mais la low-tech en santé, c'est encore plus une niche. Et la low-tech du numérique en santé, encore plus. Pour l'instant, ce qui existe, je vous le mets à titre informatif, mais parce qu'il y a eu des numéros là-dessus. Vous avez un journal low-tech qui diffuse des numéros bimestriels sur lesquels il y a eu des numéros sur la santé et le numérique. C'est Philippe Biwix et Gauthier Roussy qui publient beaucoup sur ces enjeux-là, notamment Gauthier Roussy sur le numérique et le design du numérique low-tech. Ça peut vous intéresser dans le cadre de cette session de conférence. Et sinon, il y a des gens aussi, des écosystèmes qui font vraiment, qui expérimentent. Vous avez deux bons exemples. C'est l'Atelier Paysan, qui sont des paysans qui sont réunis en SCOP en 2009 pour refaire des machines qui leur permettaient de répondre à leurs besoins, qui étaient en open source, avec un atelier participatif dans lequel ils peuvent créer ces machines, les réparer. Et c'est que des machines, comme vous voyez en bas à gauche, en fait, voilà, qui sont très modifiables, qui sont très réparables, qui sont complètement pluggables et qui sont interchangeables entre elles. Et en gros, c'est des paysans qui partaient du constat qu'on leur imposait des machines, ensuite on leur imposait des cultures, après on leur imposait des modes de culture. Ils ont dit on n'en veut pas, la base de tout ça, c'est les machines, donc on reprend la terre aux machines, c'est le titre de leur manifeste.
Et ensuite, vous avez Corentin de Châtel-Perron et sa compagne Coraline qui ont pas mal exploré aussi l'avantage de low-tech dans des milieux contraints, notamment ce qu'ils appellent les biosphères. Vous retrouverez les documentaires sur YouTube. Il y en a une, c'est un radeau en Thaïlande, une dans le désert du Mexique et une dans un appartement à Boulogne-Billancourt, je crois, pendant 6 mois, où ils ont expérimenté la place des low-tech et il y avait des numériques dedans. Et l'idée, c'était de voir justement la place de chacune de ces low-tech, quels besoins elles comblent, à quels besoins elles répondent et comment elles me permettent de vivre décemment dans cet environnement. En santé, on n'a pas trouvé grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui est encore standard, qui est centralisé. Nous, avec un groupe médical de médecine de tech, de médecins ou de soignants qui s'intéressent aux enjeux de tech, on a trouvé ces ressources-là, donc surtout les assistive tech qui permettent aux personnes en situation de handicap d'avoir accès à certains services. On a trouvé aussi l'écosystème du biohacking qui permettait notamment avec cet exemple là, de créer des molécules comme l'insuline à des prix extrêmement faibles par rapport au prix du commerce et qui permettait de refaire ces molécules-là dans des petits laboratoires. Et sinon, on a aussi les écosystèmes des Fab Labs hospitaliers comme celui à Bicêtre, qui permet de faire des micro-séries pour les professionnels. Et on avait aussi vu les collaborations avec les chiens pour détecter le COVID, les pathologies comme le Covid-19 ou certains cancers. Mais ça manque pour le coup encore de standardisation et c'est ce qu'on cherche un petit peu à faire avec ce groupe Low-Tech Med, c'est de standardiser et de faire monter en compétence un petit peu justement cette approche Low-Tech dans le design des process médicaux et des process soignants, et notamment de faire monter un peu la maturité en termes d'outils, puisqu'en fait, pour l'instant, ça peut rester quelque chose de très vague et de très, bah voilà, on réfléchit, mais on ne sait pas quoi faire. Mais en fait, il y a des outils qui existent. Donc, vous avez des outils très simples comme des modèles comme la matrice des 5 R qui a été montée au 10 R, qui prend un peu plus en compte justement les arbitrages liés à l'approche low-tech sur l'accessibilité, la durabilité. Mais vous avez aussi des matrices d'analyse conceptuelle un peu plus construites. À droite, là, je vous ai mis un exemple qui était utilisé pour les villes et qui permet de voir justement sur tel ou tel modèle si je réponds plus à des besoins de bien-être, à des besoins d'inclusion des minorités, de cohésion sociale, d'économie circulaire, et qui permet justement d'avoir une visibilité un peu plus forte sur les choix politiques, finalement, les choix d'orientation politique et les arbitrages que je vais faire quand je choisis telle ou telle technologie, quand je choisis telle ou telle molécule, tel ou tel outil numérique, telle ou telle organisation. Et tout ça, c'est une question d'indicateur. Et il y a une sorte de croyance qu'il n'existe pas d'indicateur de performance haute qu'économique, mais on a tout un tas d'indicateurs économiques, environnementaux, mais même sociaux, de performance sociale. C'est un champ de recherche où il y a pas mal de contenu. Des indicateurs de performance institutionnelle également. Et tout ça, ça s'intègre. Donc là, l'idée, c'est pas de les développer pendant 20 minutes, parce que déjà, je ne suis pas expert de ça, et en plus, on n'a que 20 minutes. Mais il y a des matrices, des outils qui permettent assez simplement, comme à gauche ou un peu plus complexement à droite, en fait, de pondérer ces indicateurs, de pondérer ces valeurs, soit avec des scores de fréquence, etc., ou soit juste avec des poids, mais qui permettent en fait à terme de visibiliser collectivement comment on choisit une solution plutôt qu'une autre. Et par exemple, il y a un bel exemple en France, c'est le score de durabilité dans l'électroménager ou les smartphones, et qui permet de dire, en fait, voilà, on récupère des données brutes dans les appareils, on les agrège dans un score global, et à la fin, on voit avec des scores intermédiaires à quoi ils répondent et comment on peut influencer sur une meilleure durabilité, une meilleure accessibilité, etc. Dans la démarche de tech, il y a une attention assez forte justement à ce que ces indicateurs ils soient considérés dans une approche de durabilité forte et pas de durabilité faible comme on le voit en haut. La durabilité forte, je pense que vous le savez ici, mais c'est vraiment de considérer qu'il y a une non-fongibilité et une non-substituabilité des capitaux et que c'est bien le capital environnemental qui conditionne le déploiement d'un capital social et ce capital social qui conditionne le déploiement d'un capital économique, ce qui nous permet de nous intégrer pleinement dans l'approche du donut et des limites planétaires en disant que la l'espace de prospérité de la société humaine se situe entre un plancher social qui est correctement fourni et un plafond environnemental constitué des limites planétaires. À notre sens, en tout cas dans l'association Le TechMed, ça nous semble assez important justement de préciser le rôle de la low-tech et de venir fournir des outils méthodologiques et de les rendre opérables en fait pour les professionnels de santé, les professionnels de soins qui gravitent autour, puisqu'en fait il y a une sorte, comme initialement il y a eu la publication d'Ivan Illich, ben maintenant en fait avec l'essor de la low-tech dans les médias, dans certaines émissions sur Internet, on a une sorte d'arborescence
en fait, de la low-tech, avec des interventions qui se réclament de la low-tech, autant dans les milieux anticapitalistes ou en tout cas voilà, anticapitalistes, et en même temps les milieux de croissance verte, d'innovation, de compétitivité, etc. Et on voit que c'est pas du tout la même chose, ils vont pas du tout parler de la même chose, mais ils parlent bien de low-tech. Et donc, c'est intéressant que ce soit repris et que ça puisse infuser dans différents milieux, mais c'est aussi intéressant de venir clarifier un petit peu comment la démarche low-tech peut être utile concrètement et comment elle peut opérer une transformation dans les structures de santé. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, dans l'utilisation des outils numériques en santé. Et à mon sens, une des orientations qui peut être intéressante et que nous, on utilise pas mal, c'est de s'inspirer du cadre de la redirection écologique, hein, qui est un cadre méthodologique euh, issu du monde du design et de la philosophie un peu appliquée qui a été développé par, en tout cas popularisé par Emmanuel Bonnet, Diego Landivar et Alexandre Monin, qui est qui est un cadre méthodologique qui vise à faire atterrir les organisations, les entreprises et les institutions dans les limites planétaires. Donc nous, on a exploré un petit peu justement le lien avec le monde de la santé dans un webinaire avec la Fabrique des Santé. C'est encore un cadre méthodologique qui est en construction et qui est en déploiement. Ce ce qui ressort de ce cadre, c'est qu'il est basé quand même sur deux principes très forts, hein, qui est celui de l'héritage et celui du renoncement. En gros, l'héritage, c'est de considérer justement que le monde de demain, le monde qui respecte ou non les limites planétaires, il ne peut pas se faire à la suite d'un grand soir. Il se fera forcément dans la continuité de l'existant. Et dans la continuité de cet existant, du coup, on héritera d'une organisation politique, d'un certain type de matériel, de certains logiciels de pensée, de certains voilà, outils numériques. Mais pourtant, on ne pourra pas conserver tout cet héritage, tous ces héritages, au vu des contraintes environnementales qui s'opposeront à nous et au vu aussi des contraintes économiques, des contraintes sociales. Et c'est notamment le cas, par exemple, de la ville de Lyon, qui, en faisant ses études de risque, a considéré il serait impossible dans le futur de conserver les piscines municipales du fait de coûts de gestion qui seraient trop forts et de difficultés d'accès à la ressource. Et pourtant, dans ces piscines, justement, ces piscines, elles incarnent un héritage. Et dans cet héritage, quand on le décortique, on se rend compte qu'il y a plusieurs sous-héritages, entre guillemets. Vous avez des héritages en termes d'ascenseur social, d'accès à l'éducation à la piscine, mais aussi pour les sports scolaires, de mixité sociale. En fait, vous avez plusieurs composantes de cet héritage. Et ce qui est important dans la démarche de redirection écologique, en fait, c'est de venir décomposer justement les apports de chacun des héritages et de mettre ça en lien avec une notion qui leur est pas propre, mais qui leur est importante, qui est la notion d'attachement. Je suis désolé, j'ai l'impression que les images sont pas très belles, mais ben, en termes de pixels. Mais c'est la notion d'attachement ces organisations, etc., notamment là, les piscines. Et moi, il y a un exemple qui me plaît beaucoup, parce qu'en fait, il y a un exemple qui est souvent pris, c'est celle des stations de ski, avec la neige qui disparaît. En fait, la neige n'est pas si importante que ça pour les gens qui vivent sur les stations de ski, etc. Mais j'ai découvert cet exemple il y a quelques mois, c'était l'exemple de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui s'est jamais réclamé d'une redirection écologique ou d'une démarche low-tech ou quoi que ce soit, mais moi qui m'inspire beaucoup. Avec l'exemple, je ne sais pas si vous le connaissez, où en 2016, François Hollande arrive à Miquelon en disant voilà, on a fait des études, bah, les bureaux ont fait des études. Le trait de côte est passé derrière, bah, le trait de côte en fonction de l'élévation du niveau de la mer attendu en 2050 ou 2100, je ne sais plus, désolé, est passé derrière le village. Donc le village de Miquelon n'est plus constructible. Donc vous perdez toute votre valeur. Ciao, je retourne en France. Et en fait, le maire l'a appris devant la télé avec les journalistes et tout le monde. Donc ça a donné lieu à une séquence assez mémorable. Toujours est-il, ils se sont dit, bon, bah, on ne veut rien entendre de tout ça, on continue notre vie. Et en fait, en 2019, ils se sont quand même pris une énorme tempête qui a fait beaucoup de dégâts. Et le maire, à ce moment, a dit, on ne peut pas rester les bras croisés. Et donc, il a organisé en fait des assemblées citoyennes avec les enfants, avec les adultes, avec toutes les populations, en disant justement qu'est-ce qui compte pour nous, qu'est-ce que c'est Miquelon, pourquoi on aime être Miquelonais, Miquelonnaise. Et finalement, ils ont réfléchi ensemble avec des assemblées citoyennes, avec des modèles de convention que vous connaissez bien plus que nous en France, bah, vous en Suisse, vous connaissez bien plus que nous. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que ce à quoi ils étaient attachés à Miquelon. C'était pas vraiment la proximité de la mer, c'était pas les grandes maisons, c'était pas l'île, c'était pas en fait, ils étaient attachés au village, à l'identité miquelonaise, et qu'ils soient ici ou ailleurs, c'était pas si grave. Et ils se sont rendus compte qu'avant, Miquelon était beaucoup plus dans les terres, et eux, ça leur allait bien en fait de déplacer Miquelon pour retourner sur les terres en fait anciennes. Et donc, ils ont déplacé le village
ils ont déplacé le panneau et maintenant, en fait, ils ont mis en place un plan à horizon 2070 pour déplacer toutes les nouvelles constructions et les infrastructures en prenant en compte justement les désirs des enfants, les désirs des adultes actuels. Et ils ont fait ça en concertation ensemble en disant notre attachement à Miquelon, finalement, c'est pas le fait voilà, d'avoir ces grosses maisons, d'être proche de la mer, c'est vraiment l'identité du village. Et donc ça, pour moi, ça rejoint les initiatives de démocratie sanitaire que vous connaissez très bien, encore une fois, en Suisse, je pense beaucoup mieux que nous. Mais nous, en France, on a juste l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat, je pense, qui est un bel exemple, qui n'a pas été complètement suivi. Mais par contre, sur quelque chose qui nous parle un peu dans le monde de la santé, c'est celui du partenariat patient et de la démocratie sanitaire, qui justement est un modèle, euh, je pense, en termes de démocratie participative dans le monde de la santé, et qui permet de faire beaucoup plus sa place aux prises de décision des patients, dans la prise en charge thérapeutique, dans la recherche, dans l'organisation. Et à mon sens, c'est ma dernière diapo, et c'est pour moi le lien justement avec le numérique en santé et la déconnexion. À mon sens, le point central de tout ça, en fait, c'est de créer des communautés d'usage, et c'est finalement cette organisation qu'on peut avoir sur les communs, qui est bien documentée dans des recherches de personnes que je vous ai mis en haut à droite, et que vous connaissez certainement, mais c'est s'il n'y a pas de communauté d'usage, il n'y a pas de commun. Parce qu'en fait, un commun, c'est une communauté d'usage, une ressource et des règles d'utilisation de cette ressource. Et à mon sens, si on veut bien déconnecter et faire de la bonne déconnexion, est-ce qu'on déconnecte partout, est-ce qu'on déconnecte, il faut qu'il y ait une communauté d'usage qui se mette ses règles. Et ça, c'est de la santé communautaire. Et je pense qu'en Suisse, vous le faites très bien. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julien, pour cet éclairage noté qui finissait bien le cycle de conférence. Je ne sais pas si on le fait si bien que ça en Suisse, mais c'est une autre question. Je vais inviter Pierre à venir ici. Donc, en premier, on a à peu près une quinzaine de minutes pour revenir sur ces différentes interventions qui sont en effet assez complémentaires. En même temps, on a l'impression d'être un peu dans deux mondes différents. Il y a un monde où la technologie fait partie de l'univers, et un autre, on essaie de penser un peu autrement. Ah, en ligne, c'est aussi possible évidemment de poser des questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires déjà dans la salle, ou bien si en ligne il y a des questions.